Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Bonjour Pierre, bonjour. Bonjour. Bonjour Katharine. Bonjour Catherine. Bonjour Audrey. Catherine. Je vais d'abord vous lire les règlements pour la présentation. Est-ce que vous le préférez en anglais ou en français? En français, c'est Ok. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Désolée. Julie Pichette, directrice logistique chez Métro. Michel Turner, directeur principal ressources humaines chez Métro. Simon Bernier, directeur vente et logistique pour La Fernandière. Pascal Forget, professeur en génie industriel à l'UQTR. Mathieu Budec, développement des concessions et opérations pour l'aéroport de Montréal. Donc, bonjour à tous. Donc, avant de commencer, je voudrais juste vous remercier de nous avoir donné la chance de nous exprimer face à la problématique que notre équipe, en fait, Audrey, Catherine et moi-même, Pierre-Luc, auront la chance de s'exprimer pour résoudre cette problématique-là. Donc, avant de commencer, on peut souvent entendre dans l'entreprise les problèmes d'inventaire ou un inventaire qui ne marche pas bien. Mais en fait, un problème d'inventaire, ça n'existe pas vraiment. C'est plutôt un inventaire qui n'est pas cohérent avec les opérations d'entreprise. Un inventaire qui est un petit peu moins cohérent, ça peut être dû face au délai de livraison, au taux de service exigé par le marché, ça peut être dû aux erreurs humaines, aux erreurs informatiques, etc. Et c'est exactement dans cette optique-là que nous allons vous présenter la solution qui va vous permettre d'optimiser le niveau d'inventaire de votre entreprise. Donc, dans le même ordre d'idée, excusez-moi, nous, on voulait, en fait, évaluer les activités opérationnelles de l'organisation dans le but d'émettre une recommandation face à l'agrandissement ou non, ou à la construction d'un nouveau centre de distribution de la compagnie Métro pour avoir un inventaire qui est le plus cohérent avec les opérations de votre entreprise. Donc, au niveau de l'agenda, pour résoudre cette problématique-là, ça va prendre une petite... On va faire ça dans cette ordre suivante. Donc, on va émettre aussi quelques hypothèses parce qu'il y avait des données qui étaient manquantes dans le document que vous nous avez remis pour émettre les recommandations les plus optimales. Et puis, nous allons faire le plan de mise en œuvre avec les investissements échéanciers, etc. Donc, pour commencer, c'est très important pour nous de bien comprendre notre entreprise pour émettre des recommandations qui étaient cohérentes et logiques. Donc, au niveau des forces, une des forces qui est importante, c'est que vous vous distinguez des autres par votre régularité quant à la qualité des produits et des services offerts. Parce qu'on sait, à ce temps, dans l'alimentation, c'est pas juste des produits qu'on offre, c'est une expérience, c'est un service qu'on offre. Et c'est quand la clientèle va chez Métro, c'est parce qu'elle s'attend elle s'attend à recevoir un produit et un service qui est de qualité, puis aussi, on pourrait dire qu'il est de plus haut de gamme que, par exemple, les Provigo, Maxi, Loblaws. Et c'est pour ça que c'était très important de ne pas déroger de ça. On a juste à se rappeler de Toyota, qui se distingue par sa régularité quant à la qualité. Lorsqu'elle a eu des millions de rappels, ça a fait le tour du monde, ça a frappé l'imaginaire des gens parce que chez Toyota, c'est la fiabilité qu'on recherche avant tout. Et donc, si on atteint cette compétence distinctive-là, l'image de marque est de diminuer de beaucoup. À l'inverse, si on regarde en fait chez Ford, il est arrivé à peu près le même problème. Quelques années plus tard, on n'en a pas entendu parler. C'est parce que c'est peut-être un préjugé défavorable envers les voitures américaines qui brisent tout le temps. Puis, s'il y a des rappels pour les Ford, ça ne dérange pas vraiment parce que c'est supposé briser. Alors que chez Toyota, étant donné qu'elle se distingue par la qualité de ses produits, par la régularité face à la qualité de ses produits, si c'est atteint, ça peut être très nocif pour la marque. Donc, c'est important de porter une attention particulière et c'est pour ça, en fait, dans nos recommandations, on en a tenu compte. Il y a aussi un fort pouvoir d'acquisition, vous avez un gros chiffre d'affaires, donc ça peut favoriser les acquisitions des autres marques pour Métro. Au niveau des opportunités, il y a une possibilité de diversifier l'offre. Si on regarde aussi au niveau, excusez-moi, je vais la bouche ça.
Si on regarde aussi au niveau des menaces, la concurrence est très agressive. Si on regarde par exemple Provigo qui a lancé sa nouvelle gamme, Provigo le marché, on regarde aussi IGA qui ont lancé dans le fond quasiment un commerce de façon guichet automatique. Donc les gens ils peuvent vraiment y aller de façon le plus rapide possible. C'est vraiment important d'être capable d'être innovant puis de suivre le monde de l'alimentation pour rester au-dessus des autres compagnies. Au niveau des défis, en fait, on a noté dans les notes que vous nous avez remises qu'il y avait des notes de service fréquentes au centre de distribution de fruits, légumes et produits laitiers. Et c'est pour ça que dans notre recommandation qu'on va vous émettre, on va résoudre le défi qui est ici, ce qui va permettre d'avoir un niveau d'inventaire qui est cohérent avec vos opérations. Donc, au niveau des problématiques qu'on trouvait au centre de distribution, il y en avait quelques-unes. Premièrement, on a eu plusieurs notes de service là, indiquant qu'il y avait certains problèmes dans ce centre de distribution-là. En deuxième temps, il y a beaucoup de congestion reliée à cet entrepôt-là dû au manque d'espace qui semble s'en venir dans les prochaines années. On sait que sa capacité maximale sera bientôt atteinte. Donc, c'est vraiment, pour démontrer à quel point on manque d'espace, on a essayé de mettre un assembleur supplémentaire, mais ça a apporté une perte de productivité. Donc, ça démontre la congestion, ça démontre le manque d'espace. Donc, c'est vraiment là, un problème d'espace qu'on a dans l'entrepôt actuellement. Au niveau, dans le fond, comme on nous dit un petit peu plus tard, on considérait qu'il y avait certaines choses qui devaient être ajoutées. Nous, on est parti de certaines hypothèses pour faire nos calculs et nos recommandations plus tard. Dans un premier temps, on a pris en considération que les ventes étaient distribuées mensuellement de façon uniforme pour toutes les catégories de produits. On sait que dans l'alimentation, il y a des périodes qui sont un petit peu plus achalandées, par exemple une période de Noël ou encore on peut penser à la bière là, qui a un très haut niveau de vente pendant l'été et encore une fois pendant le temps de Noël, c'est les deux plus hautes, fortes, c'est la forte saison pour la bière. Donc on sait qu'on est conscient de cette réalité-là, mais on considère quand même que l'alimentation, c'est une nécessité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combler de base, donc la demande va être quand même là de façon assez équilibrée mensuellement. Dans un deuxième temps, on a pris en considération aussi, vous nous aviez parlé qu'il y avait des prévisions d'augmentation de ventes pour les 10 prochaines années de 2 % à chaque année. On a considéré, dans le fond, que ce pourcentage-là avait commencé à partir de 2011. Ensuite, on a pris comme année de référence l'année 2013. Donc, considérant qu'on n'avait pas encore les chiffres pour 2014, on s'est vraiment basé sur 2013 pour faire les prévisions. Et ensuite, on a estimé que la hauteur du bâtiment actuel de l'entrepôt à Montréal était de 24 pieds. Donc ici, on a un petit tableau dans le fond de la répartition de la demande dans les différents départements de l'épicerie, donc le dairy, le 45 litres, 35 litres au niveau des températures. Donc c'est vraiment la répartition de la demande. Ensuite, au niveau des ventes annuelles, ce qu'on a fait dans le fond, c'est qu'on a pris les ventes et on les a convertis en pieds cubes dans le fond. Donc on a pris les ventes que vous faisiez, chaque unité, et on les a multipliées par dans le fond, le nombre dans le fond, les grandeurs des caisses pour savoir combien de pieds cubes on vendait à chaque année en fait. Et ça nous donne un total de 4 774 000 environ. Et ces ventes équivalent à des ventes hebdomadaires d'environ 90 600 pieds cubes. Donc, au niveau de la capacité de l'entreposage théorique, en fait, quand on parle de capacité, on parle toujours de théorique et réel. Donc, quand on a regardé le plan, on avait justement, c'est pour ça qu'on a pris comme hypothèse la hauteur de l'entrepôt à 24 pieds. Parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment les données pour émettre des volumes plus précis. Donc, ça nous a donné, selon vos données, ça nous a donné une capacité totale actuelle théorique de 1 900 000 pieds carrés par année. Donc, en fait, total. Puis, si on parle de nécessité hebdomadaire en espace d'entreposage, c'est de 90 600 pieds carrés par mois, comme Audrey l'a mentionné. Donc là, ça nous a fait poser une couple de questions, en fait. Parce que quand on a vu ça, on s'est mis un peu à paniquer parce qu'on s'est dit, ben voyons, ça peut pas arriver. Il y a vraiment une trop grande différence. Puis, c'est là qu'on s'est demandé si, quand vous avez émis dans le document,
que vous étiez près de votre capacité d'entreposage total au niveau de l'entrepôt, mais on s'est dit il doit y avoir quelques autres problèmes qui existent. Donc, on s'est demandé aussi, c'est ça qui nous a fait demander, c'est un bon taux de rotation des stocks. Est-ce que votre entrepôt est plein, mais le stock peut rester un peu trop longtemps? Parce que si on se fie aux ventes, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Puis aussi, quand on parle aussi de capacité totale théorique, on n'avait pas la capacité totale réelle. Donc, toute la superficie multipliée par la hauteur, on n'avait pas vraiment la largeur des allées. On n'avait pas vraiment aussi l'espace pour que les transpalettes, les chariots élévateurs puissent manipuler adéquatement les palettes. Donc, c'est pour ça que, oui, on peut remarquer qu'il y a vraiment une grosse différence entre la capacité totale théorique et la nécessité hebdomadaire en entreposage. Par contre, si on met comme hypothèse d'enlever une partie d'espace qui est liée à la manutention des palettes, bon, on peut quand même arriver avec un résultat qui est peut-être, on n'a pas besoin de construire un nouveau centre de distribution. À la place, c'est pour ça qu'on voulait vraiment voir le bon taux de rotation des stocks, et ça, c'est des données que nous n'avions pas. Et donc, c'est pour ça que Catherine, dans ses recommandations ultérieures, en fait, on va mettre un plan de mise en œuvre qui va baser une analyse plus approfondie de ce qu'on a, de nos actions, et puis après ça, on va pouvoir prendre une décision quant à la construction d'un site à Laval. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on amène comme solution, suite à ce gros écart entre ce qu'on croit avec le taux de rotation optimale qui est dans le fond hebdomadaire, on sait que ce centre-là distribue du lait, des légumes et des fruits qui sont tous des denrées périssables. On sait aussi, par exemple, que les bananes ne peuvent pas être plus longtemps que 5 jours là, dans le bloc où ils sont mûris. Donc, c'est tous des détails qui nous amènent à croire qu'un taux de rotation d'une semaine serait peut-être optimal au niveau de la conservation des stocks. Et à partir de là, on s'est demandé, dans le fond, comme l'a dit Pierre-Luc, est-ce que vraiment on exploite l'espace au maximum? Est-ce que l'idée que vous avez, dans le fond, qu'on est proche de l'atteinte maximale de notre capacité est réaliste? À ce moment-là, ce qu'on propose, en fait, c'est de réévaluer vraiment la nécessité de conserver un si grand entrepôt. Dans le fond, est-ce qu'il est possible de réaménager excusez-moi, je cherche mes mots, de réaménager les palettes, Les alvéoles. Oui, les alvéoles, les palettiseurs de manière plus ergonomique. Est-ce qu'il y a possibilité de voir à plus d'espace pour ça? Deuxièmement, c'est vraiment de voir le taux de rotation, est-ce que c'est le bon? Une fois qu'on se demande ça, si vraiment là, on décide d'y aller avec un taux de rotation de 50, dans le fond, un taux de rotation hebdomadaire, ça nous amène à croire qu'on a de la surcapacité en termes d'inventaire. À ce moment-là, il faudrait évaluer. On sait qu'on pensait de mettre un nouvel assembleur dans cet entrepôt-là. Donc, ce serait de voir, est-ce qu'on conserve cet entrepôt-là, on ajoute l'assembleur, on ajoute de l'outillage, du matériel, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser de manière maximale cet entrepôt-là, donc on renouvelle le bail. Ou est-ce qu'on décide d'arrêter le bail après 2 ans et de plutôt rechercher soit une location d'un entrepôt plus petit ou encore de s'acquérir nous-mêmes notre propre entrepôt? La raison pour laquelle, pour l'instant, on suggère de faire vraiment une réévaluation, c'est que se lancer tout de suite dans la fabrication d'un nouvel entrepôt n'est peut-être pas la solution optimale. Il y a beaucoup de risques par rapport au fait d'ériger un nouvel entrepôt, dans le fond. Il y a des risques liés au coût, au temps, à la qualité du produit aussi. Donc, il y a un risque financier pour les gens qui décident de faire ce bâtiment-là. Et avant de se lancer là-dedans, c'est vraiment de voir, est-ce que l'entrepôt qu'on a actuellement pourrait correspondre à nos besoins. Donc, il faut vraiment revoir à ce niveau-là. Donc, si on procède à un changement au niveau de l'entreprise, soit qu'on garde l'entrepôt à Montréal, on décide de l'acheter par exemple et faire un agrandissement, puisque c'est un projet beaucoup plus sécuritaire, moins de risques, autant qu'on fait l'élaboration d'un nouvel entrepôt rendu à Laval, c'est sûr qu'il faut qu'on ait un plan de mise en œuvre. Donc, notre plan de mise en œuvre au niveau de la communication, ce qu'on vous suggère vraiment, c'est de faire une conférence avec tous vos employés. Donc, communiquer vraiment toutes les informations que vous avez à communiquer par rapport à leurs emplois, aux changements que vous aurez dans l'entreprise. Expliquer les nouveaux processus de travail, évidemment, dans la formation. Et surtout, être à l'écoute des préoccupations de vos employés.
et effectuer des sondages pour savoir s'ils sont satisfaits des nouveaux processus et des nouvelles façons de travailler. Par la suite, au niveau de la gestion des ressources humaines, si on va à l'avant aussi avec des... plus tard, je vais vous expliquer quel nouveau système qu'on vous suggère d'implanter. C'est l'évaluation des connaissances des employés actuels. Savoir mesurer l'écart entre la situation actuelle des connaissances de vos employés et la situation souhaitée des connaissances de vos employés rendues à l'élaboration de notre système qu'on va vous proposer plus tard. Et bien sûr, au niveau des gestions de ressources humaines, si vous décidez de vous implanter à Laval, de faire vraiment des projets de conciliation famille-travail, parce que puisque votre entrepôt en ce moment est à Montréal, il va y avoir beaucoup de changements au niveau des employés, au niveau du transport des employés, parce que la plupart d'entre eux, je suppose, habitent à Montréal. Donc, ça fait un grand changement dans la routine de la vie. Donc, faire des projets comme conciliation famille-travail vous permet de garder vos ressources humaines en place et permet de les comment ça? Je cherche mes mots, de les rassurer au niveau de ce gros changement-là. Donc, au niveau des systèmes informatiques, vous dites que vous avez un problème de congestion dans votre entreprise. Vous dites que vous avez un problème une de vos préoccupations, c'est la productivité et l'efficacité de vos ressources dans votre entrepôt. Donc, je vous suggère d'implanter un système Warehouse Control System en conjoint avec votre système WMS, parce que c'est un système qui permet l'évaluation de l'efficacité de l'utilisation de vos ressources, qui contrôle le trafic dans l'entrepôt, et c'est un système à caractère décisionnel. Donc, en travaillant en utilisant le WMS, qui est un système qui va gérer le cube virtuel en conjoint avec un Warehouse Control System qui va gérer le trafic dans votre entrepôt, ça va éliminer les problèmes que vous nous avez énumérés dans votre document. Donc, au niveau du choix des systèmes informatiques, les caractéristiques à prendre compte lors du choix du nouveau système, bien sûr, c'est un de vos contraintes, le standard HACCP. La sécurité, évidemment, il ne faut pas mettre trop de travail, certaines hauteurs, donc vraiment suivre les contraintes de la CSST. Bien sûr, vous travaillez dans le domaine de l'épicerie, donc il faut tenir compte que votre système on puisse le paramétriser par rapport aux produits périssables. Et bien sûr, vous dites qu'il y a certains produits qui ont besoin de maintien au niveau de la chaîne de réfrigération, dans le sens que il faut que vos produits soient tout le temps réfrigérés jusqu'à l'entrepôt, jusqu'à l'épicerie. Donc, vraiment avoir ce genre de contraintes-là dans le choix de votre système. Et nous proposons de vous référer au rapport Gartner, qui est un rapport qui est très fiable au niveau des TI. Donc, c'est avec ce genre de rapport-là que vous allez décider le bon système qui vous convient. Donc, bien sûr, un projet comme ceci, l'implantation de système, ne vient pas sans investissement et échéancier. Donc, premièrement, on fait l'évaluation des besoins. C'est important d'analyser vos besoins et vos contraintes afin de bien les paramétriser dans votre logiciel. Pour faire l'évaluation de vos ressources humaines, comme j'ai dit plus tôt, il faut faire l'évaluation afin de pouvoir mettre en place des plans de formation ou, si les cas échéants, des plans de recrutement dans votre entreprise, et aussi développer évidemment le système par la suite avec le rapport que vous aurez émis dans l'analyse de vos besoins. Par la suite, vous implantez le projet pilote graduellement et en faire une révision à la suite. Et vous aurez à implanter le système à la grandeur de votre entreprise. Et en tout le long de votre projet, faire toujours une rétroaction par rapport à votre système, vraiment savoir si les employés sont contents, être à l'écoute des employés, bref. Au niveau du budget à allouer dans ce genre de système-là, c'est sûr que vous êtes une entreprise à 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est énorme. On propose à peu près 5 à 17 alloués au système en général. Donc, le WCS est un projet qui va vraiment être rentable à long terme, va diminuer le trafic de vos entrepôts. Et ce serait rentable et ça permettrait aussi de conserver peut-être l'entrepôt à Montréal par la suite.
Donc, en conclusion, en fait, on a vu là, suite à nos analyses qu'il y avait peut-être à revoir le taux de rotation des stocks, ce qui va vous amener vraiment à prendre la décision la plus juste, à savoir, dans le fond, il y aurait 3 possibilités. Conserver cet entrepôt, en louer un plus petit ou encore en construire un à Laval, peut-être de taille plus petite que ce que vous aviez comme idée au départ. En deuxième solution, évidemment, introduire le système informatique qui a été suggéré, le WCS, qui va vous permettre de réduire le trafic, d'optimiser, dans le fond, vraiment l'utilisation de votre réseau. Puis peut-être qu'avec ces solutions-là, dans le fond, vous pourrez avoir un espace plus petit, donc moins dispendieux à entretenir et quand même réussir à avoir toutes les opérations que vous souhaitez avoir dans votre entreprise. Sur ce, il me fait vraiment plaisir d'avoir pu vous proposer notre solution. Et si vous avez des questions, on est là pour vous. Ce serait quoi le taux de rotation qui serait souhaitable pour ce genre d'entrepôt-là? Mais en fait, comme on disait, nous, on a calculé un taux de rotation idéal, dans le fond, de 52 fois dans l'année. Donc, à toutes les semaines, avoir un renouveau dans les stocks. Parce qu'on sait que dans les produits d'épicerie, c'est des produits, dépendamment des fruits, par exemple, qui se conservent plus ou moins bien. Les pommes, ça peut durer plusieurs mois, c'est bien réfrigéré. D'autres fruits, par contre, comme les clémentines, même si on les réfrigère, après quelques semaines, elles deviennent un peu plus molles. Donc, nous, on pense qu'un taux de rotation d'1 semaine, aller peut-être à 2 semaines, serait un taux de rotation idéal. Puis, pour ajouter, en fait, comme on vous l'a dit au début, vous vous distinguez par la régularité quant à la qualité de vos produits. Donc, plus on a un taux de rotation des stocks qui est élevé, plus la qualité des produits et parfois du service est élevée. Donc, ça en vient en même lien avec cette compétence-là. C'est pour ça qu'on considère un taux de rotation qui est un petit peu plus petit. Non, ben c'est bon, mais c'est parce que je regarde si on tient compte de la croissance, en tout cas selon les faits, la croissance de Métro au cours des dernières années, les nombreuses acquisitions qu'ils ont fait, qu'ils anticipent l'arrivée de nouveaux produits et une croissance de leur vente. Vous êtes en faveur de diminuer le centre de distribution actuel? Bien, en fait, c'est que ce qu'on Juste par une rotation des stocks? Bien, en fait, c'est que ce qu'on a vu dans un premier temps, le calcul des chiffres qu'on vous a fournis, on a pris en considération une augmentation. Dans le fond, c'est la prévision dans 10 ans. On a pris en considération le 2 % d'augmentation annuelle de vente, puis on a pris aussi en considération le 4 % d'augmentation de produits annuels pour les 10 prochaines années. Donc, le chiffre qu'on a obtenu, c'est comme, dans le fond, la vente en pieds cubes annuelle dans 10 ans. Donc, c'est pour ça que oui, on considère de soit garder l'entrepôt tel qu'il est pour pouvoir apporter les modifications que vous parliez, comme par exemple ajouter un assembleur, puis décongestionner le réseau. Peut-être qu'on peut en profiter pour être plus aéré. Donc, à ce moment-là, soit le conserver, soit avoir la pertinence d'en avoir un petit peu plus petit. Okay, vous avez merci. considéré que, si j'ai bien compris, votre calcul, c'est que vous avez fait fi des chambres de température. Fait que vous avez fait la somme des demandes, peu importe les frigidaires. C'est comme ça que vous êtes arrivé à la demande. Donc, vous avez pris la somme de chacune des chambres. Vous avez divisé par 52. C'est bien cela? On a pris, dans le fond, tu as mis de l'expliquer, c'est toi qui as fait. Oui, mais en fait, on a évalué que c'est sûr qu'avec le temps qui nous était alloué, on aurait aimé ça faire une analyse qui était hyper approfondie. Mais Toutes les autres équipes aussi, malheureusement. Oui. Vous avez un gros cas, je vous dis. Je dirais, j'enlèverais pas mon veston parce qu'il doit avoir une coupe. je parais très mal. Là. Donc, en regardant la grandeur des chambres, Oui. on a vu qu'il n'y avait pas des différences qui étaient vraiment majeures. Donc, on a calculé, on a fait la moyenne, effectivement. Mais je pense pas qu'il y avait les corps-types n'étaient pas trop élevés entre les superficies des chambres. Par contre, on n'avait pas, par exemple, on avait juste la superficie, on n'avait pas la hauteur. Donc, c'est pas vraiment la différence. Oui, parce que c'est sûr que quand tu le regardes de cette façon-là, à 1,9 pieds cubes versus un besoin de 90 pieds cubes, je comprends effectivement le raisonnement sur lequel vous êtes arrivé. Mais c'est quoi, selon toi, l'espace non utilisé en entreposage dans un centre de distribution? Vous l'avez évalué à combien? Dans le fond, lorsqu'on a calculé, on a utilisé votre graphique à la fin, le tableau à la fin de l'annexe, le tableau qui vous indique un peu les pieds cubes de chaque partie de l'entrepôt. On a enlevé le quai, on a enlevé le garage et on a aussi enlevé l'équivalent d'à peu près 10 allées de 4 pieds de longueur environ.
Parce qu'on a vraiment fait l'addition de chaque partie des parties de réfrigération, puis on a enlevé en plus de ça des allées. Fait que votre 73, c'est comme ça, tu es arrivé à ton 1,9 pieds cubes, c'est-à-dire que tu as pris seulement que la portion entreposage, donc tu as considéré seulement que les allées. On a enlevé les allées, évidemment. OK. Fait que tu as enlevé juste pour garder la portion entreposage. Exactement. Puis tu l'as multiplié par 26. 24, c'est ça. 23, On ok. s'est dit que c'était à peu près 24 pieds de hauteur là, en regardant Ok. l'image. Oui, c'est bon. 2 étages de haut. OK, je comprends ce que vous avez fait. Merci beaucoup de votre présentation. Ce qu'on retient, en fait, c'est que vous nous proposez de rester où est-ce qu'on est, puis de s'améliorer au niveau de l'optimisation. Pensez-vous qu'on peut aller chercher beaucoup d'améliorations au niveau de l'optimisation des opérations? Bien, c'est sûr que quand on regarde là, le calcul vraiment, déjà avec le taux de rotation, vous allez déjà pouvoir diminuer dans le fond votre stock. Parce qu'en fait, pour répondre. Merci. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci.